ravie de vous retrouver pour ma vidéo du bilan lecture du mois d'août 2023. Dans l'ensemble, j'ai un tout petit peu moins lu qu'au mois de juillet, mais j'ai les excuses tout à fait valables. J'ai eu le baptême de ma fille à préparer, donc, et j'ai également eu, elle a dû se faire opérer, rien de grave, rassurez-vous, des drains dans les oreilles et des végétations. Donc ma fille a 2 ans, donc ça a été très compliqué de préparer cette opération et la semaine de convalescence a été assez difficile, donc forcément j'ai un tout petit peu moins lu. J'ai lu 5 romans. Je vais vous les présenter un à un, mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ce que je fais vous intéresse, likez mes vidéos, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à commenter si jamais certaines lectures vous intéressent, ou si jamais elles vous ont plu, ou si jamais elles vous ont déplu, ce qui est possible aussi, on a le droit d'échanger, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et vous pouvez également me retrouver donc sur les réseaux sociaux, aussi bien Instagram, TikTok que Facebook. Il n'y a aucun souci, je suis disponible pour discuter bouquin. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu au mois d'août. Seulement, je l'avais emprunté à la médiathèque, donc j'ai dû le rendre. Il s'agit du tome 1, Rejeté, la bête de l'ombre, alors je ne sais pas comment ça se dit, j'espère que je le prononce pas bien, pas mal, pardon, de Jamin Eve aux éditions Bookmark. Je vous mets la couverture, je pense que la couverture sera là. Voilà, donc on se retrouve sur une romance de l'ombre, une romance paranormale, avec des loups-garous, des métamorphes, des elfes. Donc franchement, c'était dans l'ensemble, le premier tome était pas mal. On retrouve Mera en fait qui vit au sein d'un groupe de loups-garous qui malheureusement la traite mal pour la bonne et simple raison que son père, qui était le bras droit du chef, donc de l'Alpha, avait tenté donc d'assassiner le chef, et donc il a été tué, il a été condamné à mort, mais du coup sa mère et elle sont un petit peu les parias de leur société, donc elle est un petit peu brutalisée, souvent même par les autres membres de la meute. Et donc vient un jour où elle décide de s'enfuir parce qu'elle en a marre. Elle préfère partir avant de muter, parce qu'apparemment ils mutent à la première pleine lune de leur 22e anniversaire, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 22 ans, oui. Malheureusement, elle est vite rattrapée donc par la meute et elle est obligée de muter devant eux. Et là, elle s'aperçoit à la première mutation que son âme sœur est dans le groupe, et il s'avère que son âme sœur, eh ben, c'est le fils du chef. Donc, oh, joie! Sauf que le fils du chef refuse complètement son âme sœur, et il décide complètement comment dirais-je, de l'ignorer, et il la rejette purement et simplement. Donc voilà. Donc, ce qui fait très mal à sa louve, à elle. Donc Mera n'hésite pas sur un coup de rage et un coup de forte douleur à prier ce qu'ils appellent la bête de l'ombre, qui est la bête, qui est une sorte de dieu des métamorphes. Donc elle prie la bête de l'ombre de l'aider à sortir de cet enfer. Et en fait, c'est ce qui va se passer. La bête de l'ombre va apparaître et va l'enlever pour lui donner une mission spéciale. Voilà. Je ne vais pas aller un peu plus dans les détails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va se retrouver dans des mondes un petit peu parallèles, avec comme je le dis, avec des elfes, avec des vampires, avec un petit peu de tout. Alors, il n'y a pas à proprement parler de scènes spicy, je préfère le dire. Il y a quelques scènes. Non, c'est pas cru. Non, franchement, c'est lisible. Franchement, on peut le lire. Si vous n'aimez pas les scènes de sexe, c'est pas vraiment détaillé. Il n'y a pas vraiment de scènes de sexe. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Il n'y a pas de souci. Par contre, la seule chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que Mera est une héroïne assez indomptable, avec un fort caractère.
qui n'hésite pas à dire des mots, des gros mots, tout bout de champ. Elle est un peu trop crue à mon goût. Donc c'est un petit peu ça qui m'a un peu bloqué dans la lecture, bien que je dis pas que j'ai pas apprécié la lecture, mais on entend souvent, elle n'hésite pas à dire des mots que voilà, faut pas enseigner aux enfants. Donc bon, ça m'a un peu dérangé, bien que bon, ça m'arrive d'en dire aussi, hein, comme tout le monde, je pense. Donc c'est la seule chose qui m'a entre guillemets dérangé, c'est son langage un peu trop cru. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé l'histoire. Je crois qu'il y a 3 tomes de sortie. Il y en a un quatrième qui est en instance de sortie aussi, qui va pas tarder. Je crois que c'est au mois de novembre, qui va pas tarder à sortir. Donc, dans l'ensemble, si vous aimez la magie, si vous aimez la romance, si vous aimez les loups-garous, les métamorphes, euh, moi je dis ce livre est fait pour vous. Bon, il faut savoir passer au-delà du caractère et du comportement linguistique, on va dire, de Mera. Mais à part ça, voilà, je pense que je lirai quand même le tome 2 quand je l'aurai en ma possession parce que je ne l'ai pas. Mais dans l'ensemble, alors c'est pas un coup de cœur, mais allez, je dirais 3,5, 3,5 sur 5 à cause de ça, en fait. C'est ça qui m'a bloqué, c'est vraiment le comportement de Mera qui m'a vraiment bloqué. Mais sinon, c'est quand même une très bonne lecture parce que je l'ai lu assez rapidement et pourtant c'est un pavé qui fait quand même 510 pages. Donc quand même, voilà. La deuxième lecture, et c'est celle-là que j'ai choisie pour mon 4 Book Challenge du mois d'août, c'est le 6 couronnes écarlates aux éditions Rajo de Elisabeth Lim. Alors, c'est une réécriture d'un conte que j'avais lu quand j'étais toute petite, Les 6 signes. Donc là, c'est 6 couronnes écarlates. Bon, c'est légèrement transposé. On est plus sur quand même une version orientale, enfin asiatique plutôt. Pas orientale, mais asiatique. Donc, comment vous dire alors, celui-là, franchement, j'ai vraiment adoré. Je pensais qu'il allait être long à lire parce que c'est quand même une petite bricasse. Eh ben non, en 4 soirées, parce qu'il fait 40 chapitres, je lisais 10 chapitres par soir. Franchement, j'en suis venue vite à bout et par contre, grosse surprise, c'est qu'il y a une suite à venir. Je ne le savais pas, je ne l'avais pas vu venir vu qu'il n'est pas marqué tome 1. Je pensais que c'était un one shot. Il n'en est rien. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Donc on se retrouve en fait avec la princesse Chiori qui vit avec ses 6 frères, donc les 6 princes, et son père l'empereur qui s'est remarié avec une jeune femme. Au départ, elle s'entendait bien avec, et puis la belle-mère a fini par prendre un petit peu de recul face à cette petite dernière. Et un jour, elle surprend sa belle-mère en pleine sorcellerie, donc elle veut aller le raconter vite fait à ses frères. Sauf que la belle-mère l'a vu, donc pour éviter tout geste, pour éviter la catastrophe pour elle, elle n'hésite pas à transformer donc les frères de Chiori en grues. C'est pour ça que je vous dis, par rapport au conte revisité, c'était des cygnes, mais là on se retrouve avec des grues. Et Chiori, elle lui met une espèce de saladier sur la tête qui empêche, parce qu'apparemment Chiori a des pouvoirs, on va dire un petit peu des pouvoirs magiques. Elle a le pouvoir de faire animer, par exemple, euh, du papier en faisant des origamis. Elle arrive à faire un oiseau en papier. Elle a réussi à le rendre entre guillemets vivant. Et donc le saladier bloque tous ses pouvoirs et elle a la malédiction qu'elle ne peut prononcer aucun mot. Si elle prononce le moindre mot, chaque mot prononcé tuera l'un de ses frères. Donc si elle fait une phrase de 6 mots, les 6 frères sont morts. Donc voilà. Et elle fait oublier la présence des enfants à l'empereur. On sent un peu vraiment que c'est vraiment de la sorcellerie. Ça fait que l'empereur, il se souvient pas qu'il a 6 garçons et une petite fille comme enfant. Voilà, il pense qu'il vit avec son impératrice et qu'il est heureux et que tout va bien. Donc voilà, donc il n'y a pas qu'une histoire de magie, il y a également une histoire de dragon dedans. Je ne vais pas tout vous dire parce que sinon, alors là,
ça servira à rien de lire le livre. Et il y a également une romance. Mais ce que j'ai apprécié le plus dans ce livre, en fait, c'est que les apparences sont parfois trompeuses. On pense savoir qui est le véritable méchant. Et ben à la fin, on se dit, ah bah finalement, je me suis trompée. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. On avait des doutes, on a des soupçons, mais c'est à la fin qu'on est complètement surpris de ce roman. Et je l'ai vraiment, déjà je l'avais adoré de par la couverture, hein, on est d'accord, elle est magnifique. C'est un hardback, donc j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Et l'histoire, franchement, là c'est un coup de cœur, ça m'a vraiment transcendé. J'ai vraiment hâte de voir la sortie du tome 2. Je ne sais pas quand sortira, parce qu'on veut suivre la suite des aventures de Shiori. Et je vous le recommande quand même à 100%, j'ai adoré ce roman. Donc ça fait déjà 2 pour le mois d'août, c'est déjà pas mal parce que c'était quand même 2 bricasses, hein, parce que celui-là faisait quand même aussi 560 pages, je crois. Ensuite, je me suis laissé tenter, beaucoup l'ont lu, beaucoup m'ont dit qu'il était bien. Donc The Perfect Match, tome 1, I'm Not Your Soulmate, de Lila Mars aux éditions Hachette Romance, enfin c'est Harlequin en fait, mais bon. Alors, on est dans une dystopie romantique en 22e siècle, si je me souviens bien. Alors, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je dis pas, je n'ai pas été transcendée. J'ai bien aimé, c'était assez sympa dans l'ensemble. J'ai le tome 2, donc c'est sûr que je vais le lire. Mais il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre quand même. Voilà, j'ai déjà eu des livres qui sont 3 fois mieux. Mais donc on est sur, donc comme j'ai dit, au 22e siècle où maintenant les lois ont changé. Maintenant, là, on fait appel à algorithma, c'est-à-dire un algorithme mathématique pour désigner la personne avec qui on va se marier en fonction du pourcentage pour désigner son âme sœur. Or, donc là, on retrouve Elliot, qui est amoureuse donc de Ashton, qui est le fils du gouverneur. Et depuis des années, ils sortent ensemble. Seulement, au fil des tests qui passent, bah, leur pourcentage de correspondance diminue. Et du coup, le dernier test décisif est bien en dessous des 50%, donc elle ne peut pas l'épouser. Par contre, ils lui ont trouvé quelqu'un compatible à 98,8%. Et donc, c'est son âme sœur et elle ne peut pas choisir une autre personne parce qu'elle n'aura pas de pourcentage plus haut que cela. Et donc, elle va devoir l'épouser vu qu'elle a 22 ans. C'est à partir de 22 ans qu'on est obligé de se marier dans cette dystopie. Et il s'avère que la personne en question, c'est Isaac Mera, le frère d'Ashton. Gros malaise. Très gros malaise parce que déjà elle ne l'aimait pas, lui, elle ne s'entendait pas avec lui, elle ne le voyait quasiment pas. Et du coup, bah, devoir épouser le frère d'Ashton alors qu'elle aime Ashton, c'est un gros problème. D'autant plus qu'ils vont être un peu plus surveillés parce que c'est un des rares couples à avoir autant de, de statistiques aussi hautes dans Algorithma. Donc ils vont devoir faire semblant. On est dans une espèce de proximité, déjà l'objet de se marier avec lui tout de suite et vivre avec lui. Donc ils vont devoir en apparence être un couple uni, un couple heureux, mais quand ils sont hors champ, on va dire, c'est un peu je te bats froid. Donc, mais on finit par quand même se rapprocher un petit peu des personnages, aussi bien d'Eliot, parce que on éprouve un peu de la compassion pour elle, forcément amoureuse d'un frère et devoir épouser l'autre frère, c'est pas top. D'autant plus qu'elle voit que bah, son ex doit se marier avec quelqu'un d'autre, donc ça fait plus mal. Et celui avec qui elle se marie est un peu froid, il n'est pas du tout pour Algorithma, il est même anti-Algorithma, mais il n'a pas le choix malheureusement, comme c'est aussi le fils du gouverneur, il est obligé de se plier à la règle, de toute façon c'est obligatoire, sinon on est banni de la société.
Donc voilà, c'est ça ou rien. Donc on finit par en apprendre un petit peu plus sur Isaac. On finit par l'apprécier quand même. Et donc le couple finalement est quand même pas mal dans l'ensemble. Franchement, j'ai bien apprécié ma lecture, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un coup de cœur. Quoique beaucoup d'entre vous l'ont aimé. Je l'ai aimé aussi, mais c'est pas le top du top. Voilà. Mais je lirai le tome 2 dès que je pourrai. Voilà. Donc, alors là, par contre, le coup de cœur de chez Coup de cœur. Les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid aux éditions Charleston. Alors là, c'est pareil aussi. 448 pages, un gros pavé. Et je l'ai lu et dévoré. Je lis le soir spécialement parce qu'avec mes deux enfants, c'est pas possible la journée de lire. J'ai pas le temps. Et j'ai vraiment adoré. On est sur comment dirais-je, une double temporalité qui mélange le passé et le présent. Ce qui m'a décidé également de le lire, c'est que il s'agit d'une fête tous les ans le dernier week-end du mois d'août. Et là, c'était drôle parce que en fait, cette fête se déroule le 27 août 1983, mais le 27 août, pour info, c'est le jour où j'ai commencé le livre. Donc, j'ai trouvé ça vraiment comique parce que je ne l'avais pas fait exprès. Et donc, on va un petit peu apprendre. C'est une famille qui est très connue parce que c'est la plupart des enfants font du surf. Ils sont beaux, ils sont riches, adulés. Le père est un grand artiste, un grand chanteur connu d'Hollywood. Et donc, il y a une grande fête ce jour-là, cette nuit-là. Et le lendemain matin, tout sera en flammes. Et on va en apprendre un petit peu plus, aussi bien sur les enfants donc, comment ils s'appellent déjà? Ah oui, il y a les enfants Riva, voilà, c'est la famille Riva. Et donc, on a Nina, Jay, Hud et Kit, les quatre enfants. On va apprendre également, donc comme je dis, double temporalité, parce qu'on va un petit peu en apprendre plus sur leur père, Mick Riva, et sur leur mère, June Riva, comment ils se sont rencontrés, tout ça. Donc on a plus ou moins des chapitres alternés. J'ai dit plus ou moins, hein, c'est pas toujours le cas. Mais la seule chose qui m'embête, c'est dans la mise en page du livre, c'est qu'il n'y a pas de... Les chapitres ne sont pas numérotés. Et ça m'embête parce que je ne sais jamais où est-ce que j'atterris. Est-ce que je suis au chapitre 10? Est-ce que je suis au chapitre 30 ou au cinquième? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Des fois, les chapitres sont courts, des fois, ils sont un peu plus longs. C'est juste ça. C'est juste la mise en page qui m'a un chouïa embêtée. Mais sinon, j'ai adoré l'histoire. J'ai été choquée parce que certaines la famille en fait possède chaque membre possède plus ou moins un secret qu'il ne révèle pas, il ne révèle que au lecteur. Donc limite on est un peu le confident. C'est ça que j'aime bien aussi. Et on en apprend un petit peu plus donc sur les parents Riva. Et là, c'est là que j'étais un peu plus surprise quand même. Je m'attendais à autre chose. Euh, mais voilà, j'ai quand même dévoré ce livre. J'ai apprécié la lecture à fond à fond, j'ai mis 4-5 jours à le lire, quoi, même pas. Et franchement, je vous le recommande. Il est top de chez top et celui-là, il va rester dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et donc le dernier, je voulais le lire depuis un moment et je l'ai lu, mais en même temps, je l'ai écouté en même temps. Donc j'ai fait fonction lecture, fonction audiolib. Il s'agit du tome 1 d'Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Alors, tout le monde dit, oui, c'est un style Twilight. Alors, Twilight pour les fans de Twilight. Effectivement, quand vous regardez la couverture, du rouge, du blanc, du noir, c'est vraiment un peu les couvertures de Twilight, c'est vrai. Il s'agit d'une histoire de vampires et d'humaines. C'est vrai, j'approuve aussi. Par contre, là où on se retrouve un petit peu complètement différent, en fait, c'est qu'on se retrouve avec Grace qui a perdu ses parents, qui sont morts, et qui va vivre avec son oncle qui est directeur d'un internat en Alaska. Jusqu'ici, on pense à Bella qui
décide d'aller vivre chez son père et qui va intégrer une nouvelle école pas loin de l'Alaska, là où il fait froid, dans les forêts. Ok, d'accord. Là, on peut dire que ça ressemble. Mais là où ça ne ressemble plus du tout, c'est qu'on n'a pas que des vampires. Vous me direz, dans Twilight, il y a des loups-garous. Oui, il y a des loups-garous aussi. D'accord, ok. Mais l'internat, c'est un internat pour personnes, c'est pas un simple lycée. C'est pour des personnes comme des dragons, des magiciens, enfin des sorcières, des métamorphes, donc, et des vampires. Et donc, elle va arriver là-bas comme un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'elle va attirer toutes les convoitises de tout ce petit monde surnaturel. Et ben, il va lui arriver pas mal de choses et notamment, elle va rencontrer donc Jackson, qui est un grand vampire qui n'est pas du tout content de la voir parce qu'il est très attiré par elle. Donc effectivement, on a une romance, mais je vous dis, on se retrouve avec des dragons et tout ça, et là, ça n'a rien à voir avec Twilight. Hein. Franchement, là, ça n'a rien à voir. Donc j'ai vraiment apprécié les personnages. J'ai vraiment apprécié ce premier tome. Il est évident que je vais lire la suite. Si vous avez vu mon book haul, vous verrez que je suis en train d'acheter petit à petit les différents tomes. Je crois que je suis au tome 5 que je viens de me procurer. Et là, il y en a 7. Il y a un septième qui va bientôt sortir. Donc, je veux savoir la suite, évidemment. Je vais me pencher sur cette histoire, étant une grande fan de Twilight. Mais je peux vous dire que, mis à part ces quelques petits points communs, on est loin de Twilight. Bella était un personnage un peu plus calme, un peu plus docile, on va dire. Il n'en est pas de même pour Grace. Grace est un peu plus volcanique. Bon, forcément, elle est en deuil. Elle ne se laisse pas marcher sur des pieds, elle ne se laisse pas faire. Et voilà quoi, j'ai vraiment adoré l'histoire. Franchement, c'était super. Donc, si vous aimez Twilight, oui, vous aimerez forcément Assoiffé. Mais ne pensez pas que c'est un remake. Ça n'en est pas un. Pour moi, franchement, ça n'en est vraiment pas un du tout. Voilà, donc j'ai quand même 5 livres, si je ne me trompe pas. Donc, pour un mois d'août, avec des coupures dans le mois d'août à cause du baptême à préparer, plus l'opération de ma fille, dans l'ensemble, je trouve que j'ai quand même bien lu. Je ne pense pas que ce sera pareil au mois de septembre avec la rentrée, malheureusement. Mais bon, les vacances, dans l'ensemble, ont été assez productives. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Donc encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à me retrouver sur les réseaux sociaux. J'y suis, j'y reste. Et si jamais certaines lectures, vous les avez lues aussi, n'hésitez pas à venir échanger. J'adore ça, j'adore échanger. Donc, par les lectures, de toute façon, c'est ma passion. Et malheureusement, mon entourage n'aime pas la lecture. Donc, je suis un petit peu toute seule dans mon coin. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec moi des romans que je vous ai présentés. Ça me fait toujours plaisir. Donc, moi, je vous retrouverai très bientôt pour les sorties littéraires du mois d'octobre. Eh bien oui, parce que déjà, voilà. Je vais voir ce qui va se passer au mois de septembre. Donc, comme je l'ai dit, mon 4-book challenge du mois d'août a été validé, vu qu'il fallait lire un hardback challenge. Le hardback challenge, il fallait lire un hardback. Je l'ai lu avec les 6 couronnes écarlates. Je suis ravie, voilà. Tout est validé, c'est parfait. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne rentrée à tous. Ciao, ciao!